Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans le podcast Raconte-nous et comme chaque mardi on met en lumière un parcours de vie ou un métier et aujourd'hui on accueille Rami. On est trop contents. Moi aussi, merci beaucoup. Premier battement de ton cœur à ton premier rire, raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Rami, aujourd'hui tu es coach de vie. On est super heureuse de t'accueillir. Mais en tout premier lieu, on aimerait te poser une première question. Oui. Très simple. Comment tu vas? Mais comment tu vas réellement? Très bien, très bien. Comment je me sens aligné. Trop bien. Avec qui je suis, véritablement. Et le meilleur est déjà là et le meilleur du meilleur est à venir. Ah, trop bien, j'adore. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots quel âge tu as et quel métier tu exerces aujourd'hui? Alors, l'âge que j'ai, donc bientôt 30 ans, même si j'ai envie de dire, bon, l'âme et l'esprit ne vieillissent jamais, quelque part. L'âge, c'est vrai que c'est une étape dans un parcours, évidemment. Donc, je suis coach en entreprise et de vie certifié. Donc, j'ai évidemment fait une certification pour assurer un cadre, une éthique aussi, au sein de l'ICI, l'Institut de Coaching International de Genève. Donc, où j'ai effectué pendant à peu près une année une formation. J'ai également aussi obtenu, donc c'est une formation qui est reconnue à l'international puisque le programme est accrédité ICF. Et j'ai aussi également fait une certification RNCP pour qu'elle soit aussi valable en tant que coach professionnel en France. J'ai également aussi été certifié à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Donc pas mal de certifications. De psychologues, oui, complètement. Avant d'en parler davantage et creuser un peu tous ces diplômes. Ça nous intrigue, on se dit waouh, J'aimerais revenir en fait au commencement. Est-ce que c'est un métier que tu t'imaginais faire quand tu étais petit ou pas du tout? Alors, inspirer les autres, oui. Éveiller les consciences complètement. Petit, j'ai eu de la chance d'être né dans une famille où la foi et l'amour étaient pleinement présents et le sont encore et le seront toujours. Une famille où il n'y a que les bons principes de vie qui nous ont été inculqués, évidemment aussi avec des valeurs familiales, même si après spécifiquement, chaque personne développe aussi ses propres valeurs. Bien sûr. Parce qu'une valeur, c'est ce qui donne le sens, donc forcément aussi à l'enfant. Donc évidemment, il y a le conditionnement, il y a ce qui est transmis, puisque l'enfant qu'on était, c'est aussi forcément aussi l'adulte qu'on est aussi aujourd'hui. Complètement. Et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là d'avoir ces fondements, d'avoir des parents qui m'ont transmis vraiment une éthique, des fondements, des fondations, et de l'amour, et aussi une foi aussi très très importante, parce que c'est ce qui me drive aussi forcément aujourd'hui, même si j'ai aussi spécifiquement aussi mes propres valeurs aussi. Et comment tu étais petit? Est-ce que tu étais plutôt un enfant? Parce que du coup, tu dis qu'effectivement, c'est quelque chose que tu avais inspiré, était quelque chose déjà présent étant enfant. Est-ce que du coup, tu étais une personne extravertie ou plutôt introvertie? Est-ce que tu t'aimais bien l'école? Enfin voilà, comment s'est passé un petit peu Alors c'est très drôle parce que tout le monde pense que je suis extrêmement extraverti, etc. Mais en fait, j'ai complètement mon monde intérieur à moi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce ressentiment d'être complètement différent déjà, de ressentir aussi énormément aussi les choses, quelquefois même vraiment une intuition extrêmement forte, très très jeune. De me sentir aussi complètement différent, ça veut dire en même temps, parce que j'étais très sociable, par exemple mes frères en maternelle qui hurlaient pour aller dormir avec les autres enfants, moi c'était au revoir maman, je veux dormir avec tout le monde, je faisais avec tout le monde, à chaque fois que j'avais des anniversaires, j'avais plein d'amis, etc. Et j'avais aussi mon monde à moi, et ce monde à moi que j'ai encore et qui m'est le plus cher d'ailleurs. Ce monde que je préserve, que je nourris, que je chéris aussi plus que tout. Ce monde-là, évidemment, il n'y a qu'entre moi et moi-même, auquel je le partage aussi énormément.
Je partage aussi, évidemment, c'est ça l'extraversion, l'extraversion, c'est le partage aussi avec les autres. Bien sûr. Et j'étais quelqu'un de très social, mais c'est vrai que j'avais complètement aussi ce monde-là, auquel je me suis toujours référé, beaucoup d'imagination aussi. Ouais. J'étais quelqu'un, alors très ancré, évidemment, très ancré, ça veut dire que j'avais vraiment les pieds sur terre, mais en même temps j'avais un côté aussi très créatif, très imaginatif. J'avais l'impression aussi d'être différent en fait, peut-être même quelquefois aussi un peu en avant. J'étais un élève studieux. J'avais que des bonnes notes. Bon, en même temps, j'étais le sociable qui sortait aussi un petit peu. Bon, après, j'imagine un petit peu aussi vers le collège. Mais quelqu'un de studieux, quelqu'un très ouvert aux autres, très ouvert d'esprit. J'avais pas peur, même jeune, même ma mère me disait, j'avais pas du tout peur d'aller saluer. J'avais pas cette timidité, en fait. Ouais. Mais ça veut dire que finalement, introverti ne veut pas dire être timide. Être timide. Tu peux faire les deux, en fait. C'est ça qui est génial. Exactement. Et j'étais extraverti, mais dans le sens un intro-extra, quoi. Mais en réalité, je suis très introverti parce que tout ce monde à moi est beaucoup plus riche, quelquefois. Donc, Rémi, de ce que j'ai compris, tu as une enfance remplie d'amour, avec beaucoup de valeurs, la foi qui était très présente. Tu voulais vraiment éveiller les consciences, déjà tout petit. Tu grandis de plus en plus. Quelles études et quelle voie professionnelle tu choisis de faire dans un premier temps, en fait? J'ai fait ES. Alors, les professeurs m'ont dit, vous pouvez faire les trois. J'étais premier de ma classe en français. Ouais, donc super bonne élève, quoi. T'as adoré l'école, en fait. Du coup, tu as aimé l'école. J'étais très bonne élève. Et que tu étais très bonne élève et que du coup, tu as... on va dire que tu avais la voie royale, le choix de pouvoir tout faire. Les trois. Exactement, et que du coup, tu as choisi ES pour je ne sais quelle raison. J'avais à ce moment-là envie, alors j'étais sur deux choses, c'est-à-dire soit effectivement faire une école de commerce à ce moment-là, même si on m'avait dit tu peux faire S, tu peux faire L, tu peux faire... mais pour moi, j'étais vraiment axé là-dessus, ou faire de la psycho. De base. Ok, de base, ok. Et c'est vrai qu'initialement, même très jeune aussi, j'étais aussi celui qu'on appelait un petit peu le conseiller, le psychologue. Souvent, mes amis venaient venaient aussi forcément... alors, sans tomber dans le syndrome du sauveur, ça m'est arrivé évidemment, c'est la limite. Avant de le comprendre. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'était soit de faire de la psychologie, soit effectivement faire une école de commerce. Alors après... Quoi dans une école de... Enfin, quelle spécialité aucune idée. À ce moment-là, c'était soit du marketing, soit... Mais effectivement, il devait y avoir quelque chose où l'humain devait être central, forcément. Et du coup, tu choisis, donc après ton bac ES, de faire une école de commerce? Non, je fais une prépa HEC. Ok, waouh, direct quoi. Discipline, responsabilité, c'était... Effectivement, j'avais pas le même état... Alors, j'ai emprunté cette voie, et effectivement, c'était sur dossier, etc. Mais ça n'était pas adapté à l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Comment ça se passe justement? Raconte-nous. Comment Très intense. Ok. On fait du 8h30, 17h30 ou 18h30 chaque jour. On a 4 heures de DST chaque samedi. Et ça tourne. Ça veut dire, un samedi, c'est de la culture générale. Un autre samedi, c'est des maths. Un autre samedi encore, c'est, par exemple, c'était des dissertations orientées un peu sciences économiques et sociales. Et donc, en fait, en réalité, chaque samedi, c'était 4 heures de DST, tous les samedis, ou sinon de langue aussi. On avait aussi les langues, anglais, espagnol. Pour moi, ça a été très intense. J'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire que j'ai fait mes 2 ans. Ok, donc tu as quand même fait les 2 ans. C'est un mythe ou une réalité que tes notes sont divisées par 3? C'est un mythe. Là, tu n'étais plus le premier de la classe ou si? Non, pas du tout, parce qu'en fait, on était 18 très bons éléments. Alors, très bons, encore une fois, c'est subjectif, c'est très bons éléments, je veux dire, d'une façon scolaire. Après, il existe aussi différents types d'intelligence. Et aujourd'hui, celle qui prime et aujourd'hui, celle qu'on va prévaloir aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence aussi sociale. D'ailleurs, la plupart des personnes qui réussissent la réussite de ces personnes émane de cette intelligence sociale et émotionnelle. 80% d'ailleurs. C'est bien de le rappeler. Bien sûr. Et c'est vrai que ça fait plutôt allusion effectivement au système
aujourd'hui qui est ancré. Pour moi, la prépa n'est pas du tout un bon système et je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Donc, on est 18 personnes par classe. D'accord. On nous a toujours appris aussi à l'école aussi évidemment, voilà, d'aller travailler sur les points faibles, d'aller travailler sur ce qui ne va pas, alors qu'au contraire, c'était une croyance. Au contraire, il faut aller nourrir qu'est-ce qui marche, ce qui marche. Et la prépa, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Parce que c'est ça la véritable question que chacun doit se poser à chaque fois qu'il fait face à des obstacles, à des épreuves. Évidemment, c'est un cadre. Évidemment, c'est des gros challenges. Je veux dire, quand on souhaite après intégrer les plus grandes écoles de commerce en France, je parle de HEC, ESCP, ESSEC, etc. Ça demande d'être complètement implémenté dans le cadre de la rigueur, de la responsabilité. Des prises de conscience. Et une charge de travail aussi à absorber assez importante et j'imagine aussi un mental, enfin une charge mentale finalement parce que j'imagine que les personnes, tu parles des 18 personnes, sont là pour avoir le top 3. Donc en fait c'est se dire ok, je travaille, là on est jour 1, pendant 2 ans non-stop comme un malade pour espérer décrocher une des 3 écoles. Complètement. Et moi, j'avais en partie cet état d'esprit à ce moment-là. Ça veut dire qu'en réalité, j'étais pas à ce moment-là complètement aligné. Ça veut dire qu'effectivement, j'étais pas du tout le dernier, j'étais pas le premier. Mais je me donnais, mais c'était plutôt par sens d'être responsable et d'être consciencieux plutôt que de me donner vraiment à fond pour véritablement me dire, parce que à ce moment-là, je n'étais pas dispersée, c'est pas ça, mais c'était pas le bon cadre pour moi en réalité. C'était trop. Et ça biaisait aussi ma créativité. Alors bien même sûr. Si bon, ça m'empêchait pas aussi de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, selon le contexte, selon l'environnement. Mais c'est vrai que c'était pas effectivement le bon cadre. Après, au bout de la première année, d'ailleurs, il faut en sorte qu'il y ait 5-6 personnes qui ne passent pas en deuxième année. Ah oui, d'accord. Ouais, donc peut-être sur les 18-19 personnes, il y en a peut-être 4-5 qui n'ont pas continué. Ok. Parce qu'il y a effectivement des conseils, il y a un conseil qui se fait durant l'année, ils regardent nos notes, l'attitude, bref, ils font un brief un petit peu général. Et donc, moi, je suis passé en seconde année. Ok. Effectivement, ça a renforcé une rigueur, une discipline, etc. J'ai été admissible à des écoles de commerce. D'accord. Mais pas celle que je voulais, donc le top 5, non. Je n'ai pas eu le top 5. Et pour vous dire, je ne l'ai pas du tout vu comme un échec. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là? Parce que pour certaines personnes, c'est vraiment un monde qui s'effondre. Comment toi, est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là? Je l'ai vécu comme une consécration. Ça veut dire, moi, mon objectif, c'était... En fait, pour moi, c'était pas tant l'école. Pour moi, c'était vraiment d'avoir aussi ce challenge. Oui, effectivement, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose, mais c'était plutôt vraiment d'aller solliciter et challenger, de puiser toutes les ressources qui étaient en moi. C'était plutôt un challenge de moi vis-à-vis de moi-même. Si vous voulez, dans un environnement, en fait, qui est extrêmement... qui peut être oppressant, qui peut être trop cadré. Donc en réalité, c'était plus ça. À ce moment-là, j'ai décidé du coup d'aller à la fac et non pas de prendre une école. D'accord. Je suis allée à la fac, mais en L3. Incroyable, ok. Et j'ai assumé ce choix, bien sûr. Pourquoi ce choix? Parce que pour moi, c'était le top 5 ou pas. Je m'étais donné les moyens. Alors c'est vrai que je n'avais pas l'état d'esprit à 300%. D'ailleurs, personne n'a eu... peut-être une personne a dû avoir, et certains même QB. QB, ça voulait dire à l'époque redoubler. D'accord. Sa deuxième année, c'est refaire sa deuxième année pour avoir une meilleure école. Et quelquefois, il y avait des personnes qui avaient soit le même... puisque c'est des scores, c'est des classements, la prépa. C'est vraiment cet état d'esprit, vous voyez. Et à ce moment-là, je suis allée à la fac parce que je me suis dit, c'est une autre alternative. Et à ce moment-là, donc, je suis allée à la fac, j'ai fait une L3 éco-G classique. À ce moment-là aussi, j'ai commencé aussi un petit peu à découvrir aussi le monde de l'entreprise. D'accord. J'avais décidé du coup d'actionner, de faire quelques stages, quelques jobs. J'avais commencé en banque privée. Ok. Dans une banque privée internationale. Ok. Parce que je parle aussi 4 langues. Ok. Tu parles quoi alors? Français, anglais. Ouais. Je suis d'origine libanaise, donc l'arabe aussi évidemment. Incroyable. Et l'espagnol, oui. Alors c'est vrai qu'en prépa, on le pratiquait énormément, je le parlais couramment. Aujourd'hui, je vais tout comprendre. Yo entiendo. Ouais,
Pero, sí, pero me olvido el idioma, la lengua. Ok. Un poco. Ok, ça va. On t'envoie en Espagne, tu sais survivre. Oui, ok, c'est le principal. Et donc j'ai fait du coup des premiers stages dans la banque privée. Ok. Comment ça se passe ton immersion à ce moment-là, dans... J'ai adoré parce que j'avais besoin de mettre un pied dans le monde de l'entreprise, dans le monde corpo. Il était temps. Il était temps. T'avais quel âge, Et puis la valeur de l'argent pour moi c'était important aussi de. J'avais quel âge? Je ne sais plus. Quel âge j'avais à ce moment-là? Tu devais être jeune parce que du coup, si ça faisait prépa, tu devais avoir une vingtaine d'années, 20 ans je pense. Okay. Peut-être 20 ans. Ouais. Tu te faisais un monde de l'entreprise, tu avais déjà une petite idée ou vraiment tu es allé là-bas et avec zéro connaissance et tu t'es dit bon allez, je vais voir comment ça Je me suis fait confiance. Je me suis fait confiance, je savais que ça allait être gratifiant. Évidemment, il n'y a rien de pire que, on pourra en reparler, mais c'est de rester seulement dans sa zone de confort. C'est là où on apprend le plus. Effectivement, il y a aussi le passage à l'action, mais effectivement aussi, c'est quand on sort, c'est quand on s'ouvre, c'est quand on a cet esprit ouvert d'aller justement s'ouvrir face à des opportunités pour aller saisir, évidemment, tout ce qui est bon et beau d'ailleurs. C'est ça aussi surtout. Et c'est vrai que moi, en mettant un pied dans la banque privée, je me suis dit, mais waouh, à ce moment-là. C'est vrai, on rentre, on arrive, il y a du marbre partout. Donc plutôt voilà, une bonne surprise où tu te dis, ok, ça y est, j'ai enfin un pied dans un monde concret. Je vais apprendre plein de choses. Je sors un peu de ma zone de confort et de cette partie un peu théorique de l'école. Là, ça devient très concret. Et du coup, ça se passe plutôt bien pour toi, cette première expérience en banque privée? Ça se passe très bien, très bien, voire même ça a conforté le fait que j'avais aimé à ce moment-là, en fait, continuer après à faire des études de finance, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui m'a permis après aussi, de façon un peu rationnelle, même si je suis plus émotionnelle que rationnelle d'ailleurs, après on trouve cet équilibre entre les deux. Effectivement, c'est venu conforter cette idée que j'avais envie de me spécialiser là-dedans. Et c'est après où j'ai commencé par faire un Master 1 en finance. D'accord. En fac, du coup? À la fac, sauf que je l'ai fait en alternance à la fac. D'accord, génial. Donc j'avais vraiment à ce moment-là professionnalisé mon parcours. Et puis en fait c'est bien parce que du coup ça m'a permis après de commencer à acquérir de l'expérience et puis après à commencer à mettre un pied dans la banque d'investissement, dans la finance de marché. Et donc j'ai travaillé après effectivement dans les grands groupes. Juste du coup fac, quand tu dis fac, c'est fac de quoi qui t'a permis du coup de mettre un pied? Le master que j'ai fait. Oui, le master que tu as fait. C'était finance, banque en apprentissage. Ok, donc c'était spécialisé et donc il y avait plusieurs matières, ça veut dire qu'il y avait de la finance de marché, de la finance d'entreprise, il y avait du droit des marchés financiers, droit bancaire, beaucoup de matières. Et toi, dans cet éventail de possibilités, tu choisis déjà, enfin tu sais où est-ce que tu souhaites te spécialiser, on va dire, en entreprise ou pas du tout, tu testes un petit peu tout, comment ça se passe? Moi, je me voyais dans de la banque, je me voyais dans du relationship management. Ok. Donc vraiment très orienté client. D'accord. Mais moi, j'ai toujours rêvé grand. Ouais. Tiens, si on revient aussi un petit peu à l'enfant que j'étais, je suis né éternel rêveur. Et j'ai toujours rêvé grand. Et j'ai toujours compris et j'ai toujours su que n'importe quel être humain, n'importe quelle personne peut, si elle y croit, si elle y met de la foi, ce qui nous est fait selon notre foi, mais la foi, c'est pas que la religion, c'est la conviction profonde. C'est la conviction profonde des choses, c'est le désir sincère du cœur. Et quand on l'a, quand on l'obtient, on est capable de tout, du meilleur. Complètement. Ne pensons pas à l'inverse. Choisissons le choix de n'incarner que le meilleur. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire, à ce moment-là, j'ai commencé à rêver grand. Et les choses se sont faites. Ça veut dire que, bon, je vais partir de la fin, mais je vais vous raconter un peu mes expériences aussi, évidemment. Mais j'ai fini quand même par gérer un département chez HSBC. En tant que relationship manager en cross-asset, ça veut dire que mes clients, des asset managers, des corpos, traités en cross-asset. Je n'étais pas juste sur une typologie de produits, je vais simplifier, c'est des termes un peu techniques, opérationnels. Mais ça veut dire que tous mes clients traitaient sur tous les produits en fait, qu'on peut retrouver sur les marchés. Et j'ai dû gérer ce département seul. Et c'est vrai que
effectivement, des années auparavant, je ne m'étais pas imaginé que... Enfin, je m'étais imaginé, mais je veux dire, on peut ne pas s'imaginer. Rêvé, en fait. Je l'avais visualisé, et c'est là qu'on voit le pouvoir de la visualisation, et c'est ce que je fais aujourd'hui forcément dans le coaching. J'adore, j'ai plein de questions. Il y a tout un process. Ah oui, mais on peut en parler pendant des heures. Et pour revenir du coup, donc effectivement, parce que on a fait un grand bond entre toute ta première expérience et la finalité. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Combien de temps ça dure pour toi? Et est-ce que tu dirais que du coup c'est quoi? C'est la visualisation qui a fait que tu as passé toutes ces étapes? Est-ce que c'est un mélange de visualisation et bien sûr de talent, enfin de compétences? Est-ce que c'est être là au bon moment? Enfin voilà, explique-nous en fait en combien de temps tu as gravi, on va dire, les échelons et comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Donc j'ai commencé par travailler dans le domaine. J'ai travaillé dans plusieurs groupes. Donc j'avais commencé au sein du CA, le Crédit Agricole, au sein de KCIS, en finance de marché. Après j'avais fait un peu d'Amundi aussi. Enfin, au sein d'un asset manager, je travaillais avec des gérants de fonds. Et après j'ai travaillé plus longuement. Donc tout ça c'était à peu près sur 4 ans. D'accord, 4 ans. Ouais. Mais pour moi, c'était important de changer. J'ai commencé à prendre du vrai plaisir à partir de la Société Générale, où j'étais à l'onboarding. Ce qu'on appelle, c'est l'onboarding, c'est j'ouvrais. J'étais un peu chef d'orchestre, c'est moi qui... donc j'étais en face des clients, qui étaient aussi des asset managers des corpos, et je devais leur ouvrir les fonds. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que je prenais de plus en plus de responsabilités, même si j'ai commencé par en avoir, et on en a. Dans ces environnements, on en a. Ça demande d'être consciencieux, ça demande d'être discipliné, ça demande d'être ouvert. Aujourd'hui, on pense que la finance, c'est... Alors c'est vrai qu'en salle de marché, quelquefois, il n'y a pas une mouche, et qu'on a tendance un petit peu à déshumaniser, mais il est là l'enjeu, il est là le problème aussi. Donc c'est comment aussi on va transformer. Moi j'étais vraiment l'humain dans la salle de marché, quoi. Vous voyez, donc j'animais, quelquefois j'étais là avec mon casque, parce que en fait on a des casques sans fil quelquefois, donc quelquefois ça m'arrivait durant des meetings ou durant des réunions, ou même avec des clients en fait, d'aller marcher un petit peu, d'être... et non pas juste cloisonner. Alors effectivement, j'avais aussi une posture, etc. C'est important, notamment aussi quand j'animais aussi des broker reviews, par exemple, ou des grands meetings avec des directions opérationnelles ou des clients. Non, j'ai eu des grandes responsabilités. Je pense aussi à HSBC où travailler avec des traders et gérer tous les clients premium de la salle de marché. Tout un département aussi, ça a été... Alors c'est vrai qu'avant, pour moi, j'ai vu comme un énorme challenge, mais quelque part aussi, c'était ce que j'avais visualisé. Et puis les choses se sont faites. Et puis à chaque fois, je suis sortie de ma zone de confort. Et puis c'est vrai que j'avais aussi cette envie d'aller découvrir aussi autre chose à chaque fois, parce que à un moment donné, je sentais que j'arrivais aussi un petit peu sur un plateau. Et pour moi, c'était pas intéressant de continuer juste sur un plateau. Et pour moi, c'est comment on se challenge chaque jour. Mais c'est super intéressant, Alors qu'on nous dit, par exemple, aujourd'hui, ce qui peut être critiquable, mais qui est une croyance, ah, mais si vous avez juste 2 ans par boîte, puis après vous changez, vous avez 1 an et demi, puis après encore 1 an et 8 mois, mais est-ce que vous êtes stable? Mais bien sûr, on peut être stable, on peut être très stable émotionnellement. Il faut juste aller plus loin, être ouvert à l'autre et ne pas juste être rationnel. Alors, il faut avoir un minimum, je comprends l'entretien, mais le problème aujourd'hui, et puis je fais aussi du coaching en entreprise, et quelquefois je retrouve des RH, effectivement, c'est de les aider aussi un petit peu à voir au-delà. Il faut aller voir au-delà. Il faut arriver, regarder l'autre avec amour, avec conviction que ça n'est pas qu'une ressource, parce que on oublie aussi quelquefois aussi que voilà, on a un humain. Tu vois, c'est là que je trouve, enfin c'est un super point, parce que tu as briser à ta manière cette croyance qu'ont effectivement les entreprises, et moi d'ailleurs pour parler même dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était vraiment ça. Mais Marie, tu ne changeras pas de poste avant 2 ans, parce qu'il faut avoir ces 2 ans d'ancienneté avant de pouvoir prétendre à... Et finalement, je pense que tu as transformé cette croyance limitante en toi une force, parce que du coup, ce changement, finalement, ça a été l'opportunité d'apprendre davantage, de changer d'environnement. Et c'est aussi peut-être qui a fait que, bah oui, pour un HSBC, pour un poste comme tu as eu, c'est intéressant en fait d'avoir une personne qui n'a pas connu la même chose pendant 4 ans, mais qui a connu
X environnements différents et X postes différents. Et c'est ça en fait que je trouve super intéressant en fait. Quel au final a été l'élément déclencheur dans ta vie qui a fait que en fait t'es passé de banque d'investissement à coach de vie? C'est la conviction de me dire que je dois vivre une vie pleinement alignée. Pleinement alignée et même à 101% alignée, parce que ça va être c'est ce fameux concept de 101% d'ailleurs que j'explique quelquefois. C'est ce 1% du sang qui nous permet de garder le sang quelque part. Et pour moi, certes, alors oui, c'est vrai que quelquefois on peut avoir aussi des responsabilités. Je veux dire, bon, c'est bien aussi d'avoir un job stable, c'est important, surtout si on a des responsabilités, voilà, si on a acheté un appartement ou autre, c'est important aussi, mais encore une fois, pour moi, c'était la conviction profonde de vivre une vie pleinement alignée avec mes valeurs et de me dire que, bah, en fait, le moment, c'est pas demain, c'est maintenant. Demain aussi. D'ailleurs, c'est ça le bonheur aussi. Ça veut dire que j'ai toujours grandi dans la joie, dans le bonheur. J'ai toujours partagé cela et je continuerai à le faire. Ça, c'est une promesse que je me suis toujours faite et je m'en fais plein des promesses avec moi-même, évidemment. Mais pour moi, c'était ça. C'était comment j'ai juste en fait renforcé cette conviction-là, qui était très inconsciente en fait auparavant. Et pour moi là, qui devait être, on va dire, que je devais exacerber. Mais du coup, donc à ce moment-là, tu dis, ok, donc j'ai visualisé ce fameux poste, tu l'as, et du coup tu commences à te poser des questions en te disant, attends, est-ce que je suis 101% alignée? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas alignée? Et du coup, je switch. Exactement. Ça veut dire que j'aimais mon métier et je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aimais beaucoup et j'aime beaucoup aussi, évidemment, aussi le mien. À l'époque, bon, travailler aussi avec des clients, voilà, avoir quand même une trentaine de tâches aussi durant un département, c'est pas rien. Bien sûr. C'est aussi des responsabilités que j'ai tenues à 100%. Et pour moi, c'était très, très important de le faire. Mais pour moi, c'était... Alors, c'est pas que c'était pas assez. D'accord. Parce que ça pouvait être, je vais dire, bien, hein, mais en réalité, pour moi, je dois avoir un nouvel objectif puissant. Puissant, ça veut dire complètement aligné entre ce que je pense, ce que je vois, ce que je ressens dans mon cœur. Il faut que mes actions suivent. Et pour moi, cet objectif puissant devait forcément venir de là. Et du coup, donc, comment ça se passe? Tu présentes ta démission et à ce moment-là, donc c'est le coaching parce que ça fait sens pour toi. Comment ça se passe, on va dire concrètement, parce que c'est quand même une reconversion professionnelle. Je pense qu'à ce moment-là, tu dois avoir quoi? T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2022 ou 2021? 2022. Ok. 2022. En fait, c'était presque au bout de... C'était... en fait, ils voulaient me renouveler. D'accord. C'était pratiquement... Donc, c'était au bout de 8 mois, je crois. D'accord. Et à ce moment-là, et d'ailleurs, donc à ce moment-là, moi, je leur ai dit que je ne voulais pas. Ok. Bon, pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Et donc, effectivement, moi, j'avais commencé à préparer le terrain, mais le coaching, c'est vrai que là, je suis en train d'y repenser. Avant le Covid, je voulais être coach en entreprise et de vie. Avant le Covid. Comment on se renseigne parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement. Et la première question qui arrive quand c'est le cas, c'est mais en fait, où je vais, comment je me renseigne, comment toi tu t'es renseigné sur cette formation? C'est des très très bonnes questions. En fait, c'est très important d'être certifié. J'aurais pu être coach. On pourra parler après un petit peu aussi de mon Instagram, sur mon compte Instagram, du coup, où j'ai une audience. Mais pour moi, très très important d'avoir tout ce cadre, toute cette éthique et cette certification, parce qu'aujourd'hui, des coachs, il y en a plein. Bien sûr. Mais quelquefois, c'est pas du coaching ce qu'ils font. Cette certification pour moi, donc effectivement, j'avais pas mal aussi de psychothérapeutes autour de moi, de psychologues, etc. Donc tu t'es renseigné auprès d'eux Ouais, j'ai vu aussi, dont avec un ancien médecin, un psychothérapeute qui était anciennement médecin, que je connais, qui est une personne extraordinaire et qui a énormément de vécu aussi, et du coup qui m'a renseigné sur cette formation-là.
du coup, donc c'est l'Institut de Coaching International de Genève, donc, qui est un programme qui est accrédité ICF, parce que l'ICF, c'est International Coaching Federation. Ça recense, si vous voulez, il y a ICF France, ICF Suisse, donc ça recense, si vous voulez, toutes les écoles dans le monde pour le coaching. Donc c'est vraiment le pivot en matière de coaching, et donc c'est lui qui m'a orienté vers ça. D'accord, donc le conseil en fait ce serait d'en parler en fait autour de soi et de voir de se rapprocher de personnes qui exercent le métier qu'on aimerait exercer. Et combien de temps ça dure cette formation? Est-ce que tu te consacres complètement à cette formation? Est-ce que tu travailles à côté? Enfin, comment ça se... On peut faire les deux. Après, effectivement, ça reste une formation, donc ça demande forcément du travail. C'était à peu près 4 heures intenses. D'accord. De call, de visio. D'accord. Voilà, par donc jour, c'est comme ça que ça se fait. À peu près, c'était 3 fois, je crois, par semaine. 3 fois par semaine, 4 et ça demande du travail à côté. Bien sûr. Et puis moi, je ne m'arrêtais pas qu'à cela, donc j'allais vraiment au-delà. Au-delà, parce que le succès, bon ça, on est des êtres subjectifs de toute manière. On parlera de la fameuse carte du monde. J'aime énormément cela parce que chacun a sa carte du monde en fait, et ses filtres, etc. Et puis voilà, chacun a sa vision, il n'y a pas vraiment de... Bien sûr. C'est chacun a sa véracité, sa vérité en lui. Excepté les principes de vie, universels d'ailleurs. Pour ceux-là, ils sont les mêmes, ils sont ancrés pour tout le monde. L'amour, la joie, la curiosité, la bienveillance, etc. Mais pour moi, le succès d'une personne, il vient... D'une part, c'est d'être passionné, d'écouter ce que veut son cœur. En même temps, de rêver grand et de visualiser grand. Et spécifiquement, c'est ce qu'on appelle en coaching, c'est les objectifs SMART. D'accord. Et de le ressentir aussi, c'est aussi de stimuler tous nos sens visuels, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Parce que ce qu'il imagine, c'est déjà la réalité. Et quand je fais des coachings d'ailleurs, parce que je fais des formations comportementales en entreprise, je fais des coachings individualisés en live coaching en entreprise, je fais pas mal de choses, mais je travaille du coup sur ça, notamment par rapport à la PNL, pour bien ancrer ce qu'on appelle, c'est des ancrages. D'accord. Vraiment au sein de chaque personne, parce qu'il ne fait véritablement pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Pour lui, c'est la même chose. Le pouvoir de la visualisation. Exactement, ça émane de là. D'accord. Ça émane exactement de là, de toute manière. Alors, c'est pas comment je peux tromper mon cerveau, mais c'est comment je suis en accord, c'est comment est-ce que le circuit, l'énergie circule librement, en visualisant spécifiquement, en entendant spécifiquement, en me mettant aussi des objectifs aussi à court terme, à moyen terme, à long terme, en passant à l'action, tout en pensant positivement, et tout en emportant aussi des croyances aidantes et ces valeurs spécifiques. C'est ça qui est important, parce qu'une valeur, c'est ce qui va être fondamental pour quelqu'un. Donc pour moi, le succès, c'est écouter son cœur, être passionné. Deuxièmement, il faut aussi que ce soit utile à l'humanité. Parce qu'il faut que ce soit un circuit, ça veut dire ça part de moi, tout commence avec soi. Bien sûr. Ensuite, c'est nous. Voilà. Et ensuite, ça revient à moi. Parce que si c'est juste un jeu de circonstances d'ego à ego, ça ne marche pas. Ça veut dire, si je fais quelque chose, alors effectivement, il faut que ça me revienne d'une façon ou d'une autre. Mais je ne dois pas spécifiquement y penser. Par contre, en me faisant confiance et en me donnant de l'amour, en étant convaincu, sincèrement convaincu des choses, ça émane de moi. Mais sincèrement, de manière, il n'y a que l'authenticité qui me fait marcher et qui donne libre cours au circuit, l'authenticité. Quand on commence à se muter, on commence à s'éloigner de sa véracité, de qui on est, là, c'est le début des problèmes. C'est vrai. Ça ne peut pas fonctionner, on est d'accord. Et la troisième chose, c'est de constamment et de tout le temps se nourrir et d'en savoir encore plus. D'avoir cette curiosité d'apprendre. Infinie. D'être en avance, de toujours être mis à jour, de toujours aller plus loin. Et donc sortir de sa zone de confort. C'est vrai que le coaching permet aussi, par le coaché, par lui-même, de trouver les propres réponses. Nous, on est des facilitateurs, des éveilleurs, des motivateurs. Exactement. On ne le trouve pas parce que chacun a sa carte du monde. Et je ne peux pas venir comme ça faire ce qu'on appelle une distorsion. Je sais je peux ressentir des choses et je suis quelqu'un d'empathique et de très intuitif, mais
je vais pas dire je sais exactement ce que tu penses à ce moment-là et je sais ce qu'il te faut pour toi. Je vais te donner les 3 ingrédients pour que tu prennes l'estime de toi. Ouais. Alors, il y a des principes. Un exemple, la confiance en soi, plus j'augmente ma confiance en soi, la confiance en soi c'est quoi? C'est que je peux prédire à l'avance que je peux réussir une action. Si je sais à l'avance que je sais pas, faire une belle photo, bah, ça me met en confiance. J'ai confiance en moi, je sais que mes photos seront réussies. Ou je sais que mon pitch, si je dois demain pitcher devant des investisseurs, sera réussi parce que ça me donne confiance. Et du coup, ça nourrit l'estime de soi. Ok, bon ça c'est un principe. Par contre, dire pour toi, je sais exactement, je vais te donner les 3 ingrédients pour que tu puisses gagner en estime de toi. Alors oui, on peut axer un coaching là-dessus, sur l'estime de soi. Alors, je peux le détecter qu'on va s'orienter plus sur cette question ou autre. Mais il n'y a pas les 3 ingrédients miracles qui marchent. Ils vont peut-être marcher pour quelqu'un, mais si on prend un panel de 2000 personnes, étant nous-mêmes des êtres subjectifs, étant nous-mêmes, ayant chacun aussi sa carte du monde personnelle, ça ne peut pas venir complètement s'appliquer comme ça, hop. Mais c'est comment on aide chaque personne par elle-même à trouver ses propres solutions par elle-même et à ce qu'elle puise en elle solliciter ses ressources dans son propre monde pour surmonter chaque obstacle et atteindre ses objectifs. Tu es en fait c'est pour ça qu'on appelle même du coaching, c'est comme du sport, c'est-à-dire tu prends un coach pour aller au-delà de tes propres limites et te pousser à explorer un monde dans lequel tu ne serais pas allé toi-même et tu es facilitateur en fait de déclic, mais tu peux pas faire les choses à la place de la personne, c'est-à-dire que tu vas l'accompagner pour mettre en place tout ce petit acheminement que toi effectivement tu connais parce qu'il y a des principes de base sur lesquels tu peux accompagner la personne. En revanche, à elle d'avoir le déclic et à elle ensuite de mettre ces choses-là en place. Sa volonté, exactement. Ça va être après sa volonté et puis chacun aussi a son libre arbitre. Exactement. Et le libre arbitre, c'est cette question de choix et de toute manière, le choix intervient constamment quand quelqu'un va vous dire j'ai pas eu le choix. Si, on a toujours. Non mais c'est vrai, on a toujours le choix et puis de toute manière, c'est comment je passe d'un moi présent à un moi futur aussi. Complètement. Et les résultats que l'on obtient, ça veut dire si moi là je fais le constat, ou c'est quelqu'un d'autre, je prends un exemple, des résultats que j'obtiens dans ma vie émanent de qui je suis et de ce que j'ai mis en place. Et donc, puisque certaines personnes aussi peuvent avoir aussi quelquefois cette tendance d'aller blâmer, non. De manière, on a 2 choix dans ces cas de figure, soit on se responsabilise, soit on se victimise. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est comment j'assume mes choix et j'en assume les résultats aussi là aujourd'hui. C'est facile, je trouve, de sauter dans l'inconnu et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont pas heureux dans leur job actuel mais qui sont effrayés pour plusieurs raisons et une grande majorité je pense que c'est sur le plan financier. Toi quand même Rami, t'es passé quand même de banque d'investissement à coach de vie sans garantie parce qu'on va y revenir plus tard mais voilà, ça prend le temps aussi de faire sa clientèle, de prospecter, de démarcher. Toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu gagnes mieux ta vie ou pas? Parce que généralement aussi les gens ils disent coach de vie, mais tu as des croyances limitantes, mais qui est-ce que tu vas devenir, etc. Quels sont les avantages aujourd'hui que tu as? Et si tu pourrais aussi noter ton épanouissement de 1 à 10, je suis à 11. Déjà, je suis à 11. Le 101%. Voilà, je suis à 11 sur 10. Donc le 10 est largement dépassé. J'ai l'arrosage automatique qui est mis en place. Alors, je gagne aussi bien. Ok. Et en fait, je fais du coaching en entreprise. Je fais ce qu'on appelle, c'est du executive coaching et life coaching. Je fais les deux. Ok. Coaching en entreprise et de vie. C'est quoi la spécificité des deux du coup Alors, en entreprise, ça va. Alors, évidemment, ça va pas être les mêmes besoins qui vont être exprimés et pas les mêmes motivations aussi, évidemment. En entreprise, donc, je donne du coup soit des sessions individualisées de coaching pour des personnes en entreprise, soit des formations comportementales. D'accord, ok. Très aussi clair. Dans l'entreprise. Et la partie du coup life aussi, coaching. Life coaching. Là, on est plus dans le perso, on peut être sur l'image. D'accord. L'image aussi, ça peut être aussi dans le monde pro. D'accord, ok. Voilà, donc ça peut être aussi quelqu'un qui a une prise de parole aussi, une prise de parole, etc. Et ce qu'on fait en perso, donc coaching en image, sur les relations aussi interpersonnelles, sur la pleine conscience. Pleine conscience aussi en entreprise, je le fais aussi. Mais c'est, ça peut être aussi des personnes dans le life coaching, effectivement, qui ont besoin de transformation, par exemple. Coaching de couple.
aussi. Ça m'est arrivé de le faire. Ok. Ouais, ça m'est arrivé aussi de le faire. Vraiment sur un arc-en-ciel. Complètement. Et du coup, donc tu... J'ai pas de niche. Alors, je me niche, ça veut dire je comprends qui sont les personnes, quels problèmes peuvent rencontrer selon la thématique. Bien sûr. Voilà, tu n'as pas si on niche, si on parle spécialité. marketing, on parle persona, etc. Mais après, non, pour moi, je suis capable d'intervenir sur tous les niveaux. Comment on trouve ses premiers clients? Est-ce que tu as fait de la prospection? C'était du bouche à oreille? Comment ça s'est passé? Alors, c'est énormément du networking, beaucoup de réseaux. Le premier réseau, puis après le second réseau. Mais je dirais avant, c'est vraiment de croire, mais vraiment croire voilà, à 101%, le fameux 101%. Déjà. Et puis en croyant, c'est aller solliciter effectivement son premier réseau. Bon, moi en l'occurrence, évidemment, c'était au premier abord, c'était dans le monde de l'entreprise, évidemment. D'accord. Et puis surtout, on se rend compte que les personnes qui nous aiment vraiment nous aident. Après, effectivement, c'est à nous de faire des démarches, à nous de faire, de faire nos preuves, c'est-à-dire vraiment d'aller jusqu'au bout du processus. Et effectivement, de ne pas donner naissance à cette fameuse peur, parce que c'est vrai que la peur, d'ailleurs, je pense que vous le remarquez, mais souvent la peur, elle est à l'origine de tous les problèmes. Donc il y a vraiment le réseau, forcément, donc et puis après c'est la reco. Ouais, c'est ça, ne pas avoir peur de demander, en fait, de solliciter son entourage. Tout le monde a un entourage, un premier, comme tu dis, une première couche, premier réseau. Ne pas avoir cette peur de dire ah non mais je vais pas oser demander. Et en fait il faut être audacieux, il faut créer des opportunités, il faut aussi les sentir pour les saisir. Après, bon, il ne faut compter que sur soi. Ça veut dire il faut parier sur soi déjà à 100%. Ça veut dire même si effectivement on se dit tiens cette personne peut m'aider aussi à 300%, en réalité je dois aussi me dire consciemment que voilà, je ne peux compter que sur moi-même aussi. Pour Annie, comment est-ce que tu vois la vie aujourd'hui? Quelles sont tes priorités? Et qu'est-ce qui est vraiment pour toi important aujourd'hui? Pour moi, c'est un mélange. Pour moi, le bonheur, c'est comment j'arrive à être heureux aujourd'hui et demain. Et donc, c'est comment je trouve cet équilibre en même temps en assumant mes responsabilités, en même temps en valorisant mon travail par moi-même, en créant des opportunités, en travaillant, en ayant toutes ces opportunités-là. Même si, alors je fais du coaching en entreprise et de vie et bon, je fais aussi, Instagram pour moi c'est aussi mon côté aussi artistique. En fait, j'ai plusieurs, on va dire, champs d'intervention pour exprimer aussi mes talents. Aussi. C'est comment aussi je vis pleinement de mes valeurs, de ce qui est fondamental pour moi, mais tout en assumant mes responsabilités aussi. Je donne du sens et je continue à, évidemment, et ça sera le cas, à continuer à donner du sens et du plaisir à ce que je fais aujourd'hui et demain. Parce que pour moi, c'est ça le bonheur. Comment je retire ce bénéfice, comment je le ressens et comment je le mets aussi en application par mes actions et aussi comment est-ce que je me responsabilise aussi auprès aussi de ma famille, auprès de mes amis, auprès de moi, financièrement aussi. Bien sûr. Voilà. Vraiment selon toutes les sphères, parce que quand on vit, c'est important d'aller nourrir aussi toutes les sphères de sa vie. Je veux dire, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que les... Enfin, c'est hyper important, mais ce que je veux dire, c'est trouver vraiment tout cet équilibre. Bon, évidemment, le travail et la famille, c'est extrêmement important pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est comment on trouve et comment je vais nourrir à chaque fois chacune. Parce que forcément, si j'en délaisse aussi une, ça crée un déséquilibre forcément. C'est une excellente transition parce que tu parlais un petit peu de futur et on a du coup une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Enfin, quels sont tes projets futurs? Tu as aussi un petit peu parlé d'Instagram parce que c'est aussi quelque chose qui te permet de nourrir ta créativité. Il y a le coaching aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois évoluer tout ça et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comme je vous souhaite que de la bienveillance, beaucoup de réussite, d'amour. Par rapport à Instagram aussi, tu me demandais, pour moi c'est très important aussi de nourrir cela. Bien sûr, aussi. Ça fait partie de toi aussi. Ça fait partie de moi aussi, sachant que j'avais commencé effectivement à faire aussi ce compte il y a aussi très longtemps aussi. Mais c'est comment, là aujourd'hui je continue à nourrir ce sens dans ma vie. Tu te vois coach pour X années ou tu te laisses le choix de... Je continue à visualiser grand. D'accord, ok. Donc je reste dans le processus. Ok. Parce que pour moi,
on oublie aussi quelquefois aussi la chance aussi d'être en vie. Ouais, bien sûr. Et pour moi, tant que je suis vivant, et je le suis, et je l'affirme, évidemment, je continuerai effectivement voilà, à rêver grand et spécifiquement. Et après, il faut se laisser aussi surprendre aussi par la vie. Là, en tout cas, je le suis complètement aligné. C'est vrai que je suis passé effectivement, oui, de la banque d'investissement, puis après en étant executive and life coach. Bon, Instagram, ça c'est à côté, c'est tout le côté artistique, branding, artistique aussi évidemment qui est à côté. J'aimerais me laisser, oui, peut-être surprendre. Effectivement, voilà, j'ai la conviction en tout cas que les choses continueront dans le bon sens. J'ai la conviction profonde. Ben, écoute, merci en tout cas Rami pour cet entretien. Merci pour cette richesse, pour cette générosité. Ouais, c'est vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir autant de bienveillance, d'amour. Vraiment, c'était un super échange. Je pense que tu as transmis de très belles valeurs et je suis sûre que ça fera son petit bonhomme de chemin dans certaines des têtes qui nous écoutent. En tout cas, merci. Merci nous rappelles du coup si on veut te suivre sur Instagram, on peut te suivre du coup sous Rami Haddad. Rami Haddad ou Haddad Rami, H-A-D-A-D-R-A-M-Y. On remettra quoi qu'il arrive l'Instagram en dessous, donc pas de soucis. Encore merci. On a pour habitude de finir le podcast par soit un petit check ou un petit signe d'amour. Je sais pas ce que tu veux qu'on fasse. Ce que vous voulez. Soit un petit cœur comme tu l'as fait tout à l'heure. Allez, on fait un petit cœur. C'est devant la caméra. C'est devant la caméra. On fait un petit cœur. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre des 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode. Vous pouvez du coup retrouver Rami sur Instagram. On se retrouve très vite pour d'autres parcours de vie et métiers. Et puis on vous fait des bisous. Merci les filles. Merci Rami. Merci à vous.